Bonsoir. Bonsoir chef Lefel, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour le best-of de la semaine. L'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits de nos JT de ces derniers jours. Il aura notamment été question de la première réunion du comité de suivi post-rapport Moneval, d'intelligence artificielle et de fake news. Nous aurons évoqué également les 1 an de la guerre en Ukraine, la solidarité qui s'organise après le séisme en Turquie et en Syrie, sport, gastronomie, auront aussi été à l'ordre du jour. Sans plus attendre, voici le best-of de la semaine. Il est préparé ce soir par Alexandre Tabat. Suite à la publication du rapport et pour faire face à un certain nombre de recommandations, nous avons décidé, par le biais donc d'une ordonnance souveraine, la 9729 du 1er février dernier, de doter ce comité de coordination et de suivi de la stratégie nationale de nouvelles attributions avec de nouveaux objectifs pour une fois encore coller davantage à ce qui nous a été demandé par les évaluateurs. Le comité se réunira environ une douzaine de fois, c'est-à-dire à peu près une fois par mois tout au long de l'année 2023 et il était important que nous ayons des échéances, des dates fixes pour que nous puissions là encore faire face et mettre en œuvre les recommandations qui aujourd'hui ont fait l'objet du rapport dans les délais souhaités. Et nous avons également adopté un plan de formation. En anglais, cela s'appelle les AML Tuesdays. AML, c'est la lutte contre le blanchiment de capitaux et Tuesday, ce sont les mardis, puisque les séances de formation se tiennent tous les mardis matins de 10h à 11h. Un mardi sur 2 pour les institutions financières et un mardi sur 2 pour les établissements non financiers. L'objectif étant que tout le monde bénéficie des mêmes formations, des mêmes renseignements et que se retrouve donc parfaitement en mesure de faire face à ses obligations et à ses engagements. Aujourd'hui, nous sommes tous tournés vers l'action. Nous sommes une véritable équipe. Nous avons évoqué ce matin un plan d'action qui vient justement détailler la stratégie nationale et de manière suivie, soutenue, mois par mois, trimestre par trimestre, dégage des orientations. J'ai donc parfaitement confiance dans les différents services de l'État et dans leur capacité à délivrer le moment venu les résultats qui sont attendus d'eux. On est un peu dans le brouillard en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est qu'en octobre dernier, on prévoyait pour la zone euro, mais aussi pour les États-Unis, une forte récession. Enfin, les économistes prévoyaient ça. Et aujourd'hui, ils sont beaucoup plus optimistes. C'est pas non plus flamboyant, hein. On prévoit pas une belle croissance, mais l'économie tient. En fait, l'économie a bien surmonté l'hiver. Vous savez, une récession, c'est vraiment quand l'activité diminue, ce qui n'est pas le cas. Voilà, évidemment, il y a des difficultés, l'industrie souffre, l'inflation est là, les prix de l'électricité sont élevés, mais l'économie s'est adaptée. Et au départ, quand au printemps, on a vu la guerre étant enclenchée, les conséquences économiques ont commencé à être mesurées, il y a eu vraiment une grande crainte qu'il y a un fort coût sur l'activité. Et en fait, on se rend compte que les entreprises se sont adaptées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai découplage entre ces secteurs qui souffrent beaucoup et les autres plus solides. En fait, il n'y a pas eu de transmission à toute l'économie des difficultés. Pendant la crise financière de 2008, vous voyez, les banques ont souffert et ça s'est transmis à toute l'économie parce que le crédit s'est raréfié. Là, c'est pas le cas. En fait, vous avez quelques secteurs qui vraiment prennent le choc, mais ils ne transmettent pas les difficultés au reste de l'économie, qui souffre, mais qui tient. Au départ, la définition de l'intelligence artificielle, c'est ça, hein. Donc, c'est des algorithmes, des machines qui essayent de reproduire le comportement humain, mais ça, c'est assez compliqué, le comportement humain. Il y a la perception, il y a l'action, il y a le raisonnement, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et en fait, ce vieux rêve, il reste un rêve. C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas faire ça. Voilà, donc remplacer toutes les tâches routinières et ou pénibles pour l'homme, oui, ça va être... mais une fois de plus, c'est parce que c'est des tâches spécifiques, des domaines spécifiques, et donc ça, on sait faire. Dans l'espace numérique, Internet, il y a plein de choses merveilleuses, mais il y a aussi le pire du pire, et on y est très confronté parce que la manière de diffuser l'information a changé, et grosso modo, ces fake news, elles ont une espèce de prime sur ces réseaux sociaux.
tous les filtres qui existent dans un média professionnel traditionnel. Le rédacteur en chef, les collègues, la vérification de l'information entre nous, eh bien, ça n'existe plus pour deux raisons. La première, c'est que ce ne sont pas des journalistes professionnels, donc bien souvent, ils ne savent pas fabriquer de l'information. C'est malgré tout un métier. Et la deuxième chose, c'est que quand vous parlez, quand un média parle, quand un journal publie quelque chose, il est responsable de ce qu'il publie. Sur Internet, cette responsabilité n'existe pas. Et donc, ça permet de dire tout, mais surtout n'importe quoi. Qu'est-ce qui motive ceux qui fabriquent toutes ces fausses informations? Je pense qu'il y a trois choses qui les motivent. La première, c'est que souvent, ça permet de gagner de l'influence. Ces fausses informations, elles circulent sur Internet, elles vous donnent du poids. Quand les gens y croient, eh bien, ils vont vous écouter, ils vont vous faire confiance. La deuxième chose, bien souvent, ces fake news, elles ont un retentissement, donc plus ou moins des courants politiques, des idéologies. Et enfin, c'est peut-être la chose la plus importante, ces fake news rapportent beaucoup d'argent. Et c'est probablement la raison principale qui fait que tous ces gens les fabriquent aujourd'hui. Cette culture et cette pensée stratégique russe a produit un échec stratégique cataclysmique pour la Russie sur le terrain. Ça a obligé la Russie à conduire une guerre qu'elle n'avait pas du tout prévu de conduire, c'est-à-dire une guerre conventionnelle longue de haute intensité. Le commandement russe, état-major général, NCO probablement, s'attendait à soit une très faible résistance, soit aucune résistance. L'armée ukrainienne s'est révélée non seulement plus cohérente, plus agile, plus robuste, plus capable en fait, non seulement au niveau du moral, on l'a vu très vite, ce qui peut expliquer, mais au niveau opérationnel. Et ça, on l'a vu de manière très décisive, à trois moments décisifs, parce que la Russie a subi trois échecs opérationnels en Ukraine. C'est la bataille de Kiev, qu'elle a lamentablement perdu, c'est la bataille de Kharkiv et celle de Kherson, qui s'est achevée par un retrait néanmoins bien mené d'ailleurs par l'armée Saklikine, mais une retraite quand même, une retraite militaire quand même. L'Ukraine, elle tiendra tant qu'à mon avis, sa durabilité sera importante. Sur le plan moral, évidemment, puisqu'elle défend son pays, les soldats défendent leur terre et leur pays, et elle sera évidemment très dépendante, à mon avis, sur le long terme, du soutien polymorphe occidental, pas juste militaire d'ailleurs, économique, militaire, diplomatique, politique, financier et évidemment humanitaire. Ce sera essentiel. On l'a bien vu par exemple avec le bombardement des infrastructures énergétiques. Il a fallu fournir des générateurs. Donc il faut être prêt à l'aider sur, en fait, tous les plans. 7 jours après le séisme, c'est déjà surprenant de voir que des nourrissons ou des jeunes ou même des personnes âgées ont pu tenir aussi longtemps sous des décombres sans pouvoir être réhydratés. Et maintenant, les espoirs sont extrêmement faibles de trouver des survivants. On parle de 500 km² touchés, on parle de dizaines de milliers de bâtiments totalement détruits ou endommagés. Et donc, ces chiffres sont vraiment très impressionnants. Aujourd'hui, la Croix-Rouge monégasque ne va pas mobiliser des dons en nature à Monaco pour les acheminer en Turquie ou en Syrie, parce que l'aide s'est organisée déjà dans ces pays. Il y a plus de 100 000 euros qui sont arrivés à la Croix-Rouge monégasque depuis que nous avons lancé cet appel. Il faut savoir que nous reverserons l'intégralité des dons reçus, soit à la fédération qui intervient donc en Turquie, soit au comité international de la Croix-Rouge qui intervient, lui, côté syrien, puisqu'on est dans un pays en conflit. Mission accomplie dans des conditions idéales, bien accueilli à chaque fois à Monaco. Et ces derniers temps, avec mon niveau actuel, on va dire qu'on m'offre le tapis rouge, des conditions à chaque fois idéales pour perfer. Parfois ça fonctionne pas parce que, comme je le dis assez souvent rigolant, je me suis peut-être un peu embourgeoisé ces derniers temps, et c'est dans ces moments-là où je retrouve les choses simples de la vie, c'est-à-dire courir, prendre un maximum de plaisir, et c'est pour ça que j'avais une grosse confiance en moi. Je savais que ça allait fonctionner aujourd'hui. C'était vraiment un très très grand match de foot américain, le plus grand Super Bowl de l'histoire, le deuxième Super Bowl en nombre de points marqués.
on a touché 9 millions de Français. C'est 10% de plus qu'il y a un an. Ça veut dire que ça monte doucement. Évidemment que le Super Bowl, c'est quelque chose de supplémentaire parce qu'il n'y a pas que la notion de sport, il y a la notion de show, c'est un spectacle. Vous avez le spectacle de l'avant-match, vous avez le spectacle de la mi-temps qui évidemment permet de faire venir d'autres gens qui vont s'intéresser ponctuellement à l'événement. Mais le sport en tant que tel grandit. C'est pour ça qu'on va chercher des droits, c'est pour qu'ils puissent marcher, qu'on puisse bien les exposer. On est première chaîne de France pendant le concert de Rihanna à la mi-temps. Voilà, c'est pas quelque chose qui arrive à la chaîne d'équipe tous les jours d'être première chaîne de France. Ça veut dire clairement que voilà, c'est un événement premium de sport à la télévision qu'on est fier de diffuser. Les déchets restent une gourmandise. Donc moi, je travaille avec le sucre d'une manière très raisonnée, de plus en plus, mais il faut quand même garder une partie de sucre. Et pour moi, c'est quand même important parce que c'est du plaisir et c'est pas de la nutrition entre guillemets. Il y a certains produits qui ont été très sucrés depuis des années, des recettes qui ont été créées depuis une vingtaine d'années où il y a eu beaucoup de sucre à l'intérieur, et ce sucre-là, on peut l'enlever. On peut le réduire, et toutes les recettes qu'on fait à la maison, on peut réduire le sucre qui est à l'intérieur pour justement avoir des pâtisseries moins sucrées. Et après, pour moi, on va dire qu'il y a le fruit qui va passer en avant, plus que par exemple d'autres produits, et d'essayer de concentrer le fruit sans forcément y ajouter du sucre. Donc c'est aussi d'avoir une qualité de produit qui est beaucoup plus, qui doit être vraiment exceptionnelle. Si on n'a pas envie de manger sucré, on mange pas de dessert. Parce qu'une gourmandise, ça reste gourmand, et la gourmandise, on la sent par le sucre. Et oui, en effet, c'est le concept. Jetons un coup d'œil à présent sur ce qui fait le buzz sur Internet. C'est le best-of des réseaux sociaux proposé par le pôle web de la direction de la communication. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une nouvelle semaine de JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.